Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Moi, ce que j'aime dire, c'est que finalement, toute construction de société, elle est d'abord une construction d'un imaginaire commun. Il y a un imaginaire qui est extrêmement fort aujourd'hui, qui est l'imaginaire de la croissance, de la modernité, du progrès, du capitalisme. Enfin, on peut après le développer sous plein de formes différentes. Et ce projet, c'est alors bon, qu'on soit pour ou contre, entre guillemets, ou qu'on le déplore ou qu'on l'adule, on va dire, il est commun. Et en fait, il construit. C'est un imaginaire qui a été construit et qui décline, en fait, nous permet en fait de décliner tout le pan de notre société et tout son mode de fonctionnement actuel. Mais ce qu'on pourrait se dire, c'est que dans d'autres sociétés, il y a eu d'autres imaginaires et demain, on pourrait aussi écrire une autre histoire. Avec Julia, le choix des mots est important, car tout a une signification bien précise. En tant qu'artiste, elle a ce point commun avec les scientifiques. Et si l'art et la science étaient étroitement liés pour créer un nouvel imaginaire qui deviendrait une future réalité? À travers les spectacles proposés à la Turbine à Nantes, ils viennent faire émerger la réflexion des spectateurs pour que eux aussi soient initiateurs du changement. Je vous laisse en compagnie de Julia Passot. Bonjour Julia. Bonjour Amélie. Je suis très heureuse de t'avoir sur mon podcast. Et pour commencer, je vais partir directement sur la première question, c'est comment vas-tu, mais si je te parle d'écologie? Comment mon écologie se porte-t-elle? À la fois, je me sens éco-anxieuse. Je pense que c'est ce qui a guidé mes choix, mes réorientations professionnelles et personnelles il y a quelques années. C'est ce sentiment de perte, un peu, ce sentiment d'effondrement du vivant. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore présent pour moi. Et par moments, se réactive assez fort, comme par exemple l'été dernier, l'été 2022. Les fortes sécheresses, c'est quelque chose qui m'a énormément marquée. Et voilà, et du coup, je peux me sentir assez éco-anxieuse et parfois un peu pessimiste à cet endroit-là. En revanche, je dirais que ce qui me porte positivement, c'est que je suis dans l'action et que, quelque part, je n'ai pas de regrets par rapport à ce que je peux faire ici et maintenant, à mon endroit d'être humain sur cette planète. Et donc, j'ai des endroits de joie, parfois, justement, sur des bonnes nouvelles ou des perspectives, ou en tout cas, sur le simple fait de me dire que je peux agir. Donc, ça va comme ça, les deux, quoi. Bien et pas bien. Et comment toi, tu te présenterais sous le prisme de l'écologie? Quel est ton chemin? Alors, l'écologie, du coup, ça a trait à la maison, à notre maison, qui est la planète. Et du coup, je suis une habitante de cette planète. Je suis de passage. Je suis espèce Homo sapiens, une espèce qui aime raconter des histoires, imaginer beaucoup. Et c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Donc, mon projet professionnel que j'ai monté il y a quelques années, il est beaucoup lié à ça, la question des imaginaires. Et je suis aussi personne qui se met en mouvement de manière littérale et figurée, et de manière littérale et symbolique, à la fois parce que je suis danseuse, que je suis quelqu'un de très actif, et puis aussi parce que j'ai vraiment à cœur d'être toujours en mouvement. D'être toujours en mouvement, de transformer, de me transformer, me poser des questions, de jamais être resté dans un statu quo, ou en tout cas quelque chose qui pourrait me rigidifier. Et à travers mes projets, ma façon d'être, j'essaye d'insuffler ça chez les autres aussi, en tout cas de leur permettre de le faire s'ils ont envie de le faire, quoi. Et l'écologie, c'est arrivé comment jusqu'à toi? Ça a toujours été là ou c'est arrivé d'un coup? Et disons que je viens pas d'un milieu qui était spécialement, on va dire, aguerri sur ces sujets-là ou vraiment éveillé.
j'ai eu un gros déclic, moi. En tout cas, je dirais l'écologie, c'est pas quelque chose qui est étranger dans ma vie, mais en tout cas, c'est un sujet que j'ai vraiment pris à bras le corps à partir de 2017, on va dire, 2016-2017. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. J'ai fait un voyage en Chine où j'ai rapporté un pas super joli souvenir qui était une grosse bactérie qui m'a rendue malade en fait pendant plusieurs mois. Je pouvais plus rien manger, j'avais des grosses douleurs. Et en fait, la médecine conventionnelle, on va dire, n'a pas réussi à me soulager à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser justement aux plantes, à des médecines plus douces, d'autres techniques. Et en fait, ça a été un espèce de bobine de fil que j'ai commencé à dérouler, où je me suis intéressée aux soins, aux plantes, à l'alimentation. Et puis, petit à petit, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, dans ma manière de m'alimenter et de consommer, de vivre. Et puis, il y a eu donc cet élément déclencheur-là. Et puis, je me suis dit, ah tiens, j'ai envie de tout rassembler, de tout aligner à partir du moment où j'ai mis un petit peu le pied dans cette porte-là qui s'est ouverte en grand. Et puis, il y a eu ce film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain, que j'ai vu, qui est sorti en 2017. Et je sais pas, en sortant du cinéma, je me suis dit, waouh, la claque. Voilà, il y a des éléments déclencheurs comme ça. Et à partir de là, en fait, j'ai décidé j'ai créé un projet qui s'appelait La Turbine, qui était sous forme de blog. J'étais encore dans mon ancien emploi. Et puis, j'ai finalement, 2 ans plus tard, quitté cet emploi-là, quitté la ville dans laquelle j'habitais, qui était Paris, pour déménager, venir à Nantes et puis enclencher La Turbine. Et donc, qu'est-ce que La Turbine ? Et La Turbine, c'est devenu un projet collectif en 2019. Et l'objectif, c'est vraiment d'aborder les enjeux de société. Donc, quand je dis enjeux de société, ça inclut l'écologie, mais ça peut être aussi de se projeter en fait dans la manière dont on pourrait vivre autrement, dans un futur souhaitable, désirable, vraiment d'être du côté de la construction, du positif, en alliant toutes nos formes d'intelligence, en ne séparant pas les choses. C'est-à-dire, moi j'ai travaillé longtemps dans la culture, dans un lieu où on mettait beaucoup l'esthétique et l'émotion au centre pour parler de sujets de société, mais ce qui me manquait un peu, c'était peut-être l'apport de connaissances plus scientifiques, en tout cas, pour comprendre ce qui se tramait dans l'effondrement du vivant, parce qu'on est dans une société où je pense qu'aujourd'hui, on a poussé le curseur très très loin sur la spécialisation, et ce qui fait qu'on a une approche beaucoup moins globale des choses et qu'on peut se sentir un petit peu coupé de plein de choses, y compris des autres êtres vivants notamment. Donc j'avais besoin, à travers le projet de La Turbine, de réconcilier toute cette partie-là, notamment, on va le dire très très vite, les arts et les sciences, nos formes d'intelligence, qu'elles soient émotionnelles, conceptuelles, ou même des formes plus manuelles, même si c'est moins ce qu'on développe au sein de La Turbine. Mais donc voilà, à travers des récits et des expériences artistiques et scientifiques, de s'inspirer, se mettre en mouvement pour créer un futur désirable. Ça, c'est vraiment le projet de La Turbine, et ça se matérialise dans plusieurs types d'approches. Donc aujourd'hui, parce qu'il y a eu une évolution du projet de La Turbine, donc on est un collectif d'une 15aine de personnes, des chercheurs, chercheuses en sciences humaines, des artistes, spectacles vivants, autrices, auteurs, metteurs en scène, metteuses en scène, comédiens, comédiennes, des personnes aussi qui viennent du monde de la création sonore, de la radio, et puis aussi des projets citoyens. Donc c'est assez vaste, les profils. Et donc on fait des créations sonores, on prend un sujet de société et on va aller faire des sortes de documentaires poétiques sur ces sujets-là, en collectant de la parole de tout un tas de personnes qui sont liées à ces sujets. Ça peut être des publics scolaires, mais aussi d'autres types de citoyens ou citoyennes. Et puis, on a aussi une partie de création spectacle vivant. Et là, en fait, dans nos créations, on va faire en sorte justement de toujours rapprocher des artistes et des scientifiques. Donc, ils sont présents vraiment dans la création. On ne s'inspire pas de leur travail pour ensuite créer. C'est vraiment, on crée ensemble. On cherche un territoire commun, justement, d'expression. Et nos créations, on essaye de les faire se coïncider le fond et la forme. Donc, d'être dans une forme de sobriété aussi dans nos créations, questionner aussi ce que c'est que produire un spectacle aujourd'hui. Donc, on ne le fait pas forcément dans des salles dédiées. On peut aller en extérieur avec le moins de techniques de son, d'électricité, de lumière possible. Donc, voilà, l'idée, c'est d'aller questionner aussi comment on peut aller à la rencontre aussi d'autres et sortir des institutions culturelles pour pouvoir montrer des formats qui sont des formats assez hybrides. Voilà, et puis il y a aussi toute une partie débat d'idées dans notre projet où on va être soit sollicité ou organisé nous-mêmes pour des tables rondes, des échanges qui vont mêler à la fois des artistes, des scientifiques, des citoyens, des citoyennes pour parler de tous ces sujets de société dans des formats qui vont être assez variés, qui peuvent mêler des lectures, des interviews, de la musique.
L'idée, c'est de rendre ces formats-là vivants et puis participatifs, ou en tout cas intégratifs, je sais pas comment on peut le dire, implicatifs. Ouais, c'est ça, c'est les formats concrets, sont des formats toujours implicatifs, où en fait le curseur, il va de l'atelier où on demande énormément aux personnes de participer au spectacle, où finalement les gens sont peut-être plus en posture un petit peu plus passive, on va dire. Nous, on essaye toujours de placer le curseur à peu près au milieu, ou en tout cas de passer d'un curseur, enfin d'un endroit à un autre pendant une représentation, pour qu'on puisse justement être à la fois dans ses émotions, mais aussi dans l'action durant une représentation. Est-ce que vous arrivez à toucher des personnes qui aujourd'hui se sentent pas concernées par l'écologie, ou vous avez quand même un type de public qui est vraiment très lié à l'écologie? En fait, ça dépend de l'endroit où on va, ça dépend des projets. Je dirais que la turbine en tant que telle, c'est plutôt un projet qui s'adresse aux personnes qui sont dans l'écologie. C'est très large de dire ça, mais en tout cas qui sont sensibles à ces sujets-là, ou qui travaillent déjà d'une manière ou d'une autre dans ce domaine, et qui ont besoin de se nourrir autrement, qui ont besoin de faire un pas de côté, qui ont besoin aussi de se nourrir d'un regard artistique ou scientifique, justement, pour continuer à avancer et prendre soin aussi de toutes ces personnes qui sont des personnes qui œuvrent pour la santé de cette planète, ou en tout cas qui s'engagent. C'est pas toujours simple. Mais en vrai, dans notre processus de travail, quand on va faire des créations sonores, quand on va collecter de la parole auprès de jeunes, auprès de personnes de quartier, en fait, on s'adresse à tout type de public. Et puis après, on a toujours à cœur de remettre en écoute, par exemple, nos créations sonores. On organise des sessions d'écoute dans des maisons de quartier, dans des bars. Par exemple, là, on va faire un de nos spectacles qui s'appelle Des mots pour demain au Solilab, qui est un lieu qui est dédié à l'économie sociale et solidaire. Certes, c'est un milieu avec des gens plutôt engagés, mais pas forcément dans l'écologie, et pas forcément de cette manière-là. Donc, on est à la fois grand public et pas grand public. Je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la manière dont on aborde ces sujets-là, on l'aborde pas d'une manière pédagogique ou de sensibilisation. L'idée, c'est plutôt d'aller toucher quelque chose à l'intérieur. Et si on peut apprendre des choses au passage, c'est tant mieux. Mais dans ce sens-là, on est plutôt un projet qui est assez généraliste, mais qui peut aller faire des petits zooms sur certains sujets. Et comment as-tu réussi à faire en sorte que des personnes très artistiques et des personnes très scientifiques arrivent à avoir un projet commun via le spectacle? Waouh, ça c'est un sacré sujet, et c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Et en fait, la turbine, c'est un projet de recherche-action, mais c'est un endroit où on cherche beaucoup de choses. Et c'est ça, moi, qui me passionne, et j'ai envie d'être dans cette recherche. J'ai envie de jamais trouver. mais en tout cas, ce croisement, cette composition, on parle beaucoup de composition entre les formes de savoir et d'intelligence et de pratique, il est très délicat, très subtil. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on parlait beaucoup. Enfin, il y a des catégories qui s'appellent art-science, mais de plus en plus, moi, j'ai envie de déconstruire ça, parce qu'en fait, l'art, c'est toujours nourri de tout le reste de la société. Et donc, se nourrit des sciences, mais se nourrit aussi de la littérature, des sujets de société. Enfin, des sujets de société. Se nourrit de la littérature, des sciences, mais au même titre que de la pédagogie, que du vivant. Enfin, il y a énormément. En fait, l'art n'est que traduction et vision de tout le reste, en fait, de toute la société. Et du coup, en fait, c'est difficile d'opposer les choses. En même temps, ça reste des manières de fonctionner, des secteurs professionnels et des types de langage, des postures qui sont très différentes. Donc, même s'il y a un en commun qui est très fort, notamment dans la posture de recherche, de collectage, d'enquête, on va retrouver à la fois chez les artistes, chez certains types d'artistes, et à la fois chez les scientifiques, notamment dans les sciences humaines. Une fois qu'on a dit ça, on sent qu'il y a cet en commun-là, mais ensuite, sur le terrain, il faut trouver et préciser en permanence de quoi on parle. Et ça tourne beaucoup autour de la question du langage. Notamment, on a un projet qui s'appelle Des mots pour demain, qui est sur le langage, et se dire, en fait, comment ça, les mots qu'on choisit, c'est le début de toute histoire qu'on va écrire, c'est le début de la compréhension, c'est le début du projet commun. Et donc, tu me demandais comment on fait, en fait, on essaye de se comprendre, déjà. Et souvent, les moments de résidence et de recherche et de création en commun sont des moments où on parle énormément. On se parle énormément et on explicite. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui va de soi. Je t'ai posé cette question parce que vu que j'étais product owner, j'étais entre le métier et les développeurs.
Et donc, si on a créé mon métier, c'est parce que les développeurs et le métier n'arrivaient pas à se comprendre via le langage. Et donc, c'est pour ça que je me demandais comment vous aviez réussi à trouver ce langage-là. Je sais pas si on a réussi. Mm. En tout cas, on cherche. Ça, c'est sûr. Après, effectivement, je dirais que moi, quand je rassemble des équipes, j'ai l'impression que je fais ce trait d'union, mais ce qui est pas tout à fait vrai dans le sens où je ne suis pas scientifique. Et donc, en fait, j'ai déjà un filtre, en fait, dans ma manière de voir les choses, et ça, je m'en rends compte de plus en plus, en fait. Donc, j'essaye d'être attentive à ça, et puis de toute façon, d'être confrontée à d'autres personnes, à une altérité, en fait, ça pose forcément des questions, et ça nécessite des clarifications, des arbitrages, mais c'est passionnant. Mais je suis pas sûre qu'on ait réussi, ou qu'on réussira, je sais pas. C'est les tentatives. Et donc là, le centre du prochain spectacle, c'est le langage, mais tu dis aussi que tu en as besoin à travers ton quotidien avec les différentes personnes de ton équipe. Comment toi, tu as vu que c'était le langage, en fait, la problématique liée à l'écologie? Alors, moi, je suis déjà très attachée aux mots parce que je viens de là, en fait. Je suis une grande lectrice, j'ai fait des études littéraires, théâtrales, littéraires. Je suis intéressée par ça depuis toujours, en fait, les mots. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les mots, pour moi, c'est le plus petit dénominateur commun, la plus petite chose, en fait, qui porte en elle-même à la fois des valeurs communes, à la fois des imaginaires, et puis qui est magique quelque part, qui est performative, c'est-à-dire qu'en fait, un mot prononcé peut nous faire entrer dans l'action. Et ces mots, mis bout à bout, en fait, commencent à raconter des histoires. Et on voit bien, en fait, avec le mot sobriété, il y a eu tout un débat sur ce mot-là. Bon, c'est un exemple assez courant, mais te dire qu'il y a des mots qui nous portent plus que d'autres. Il y a des mots qui nous ouvrent des fenêtres ou des portes. Et il y en a d'autres qui les ferment et qui nous stimulent pas. Et il y a des mots qu'on utilise toujours pour parler de certaines réalités. Et puis un jour, on change, en fait, de mots. Et ça nous ouvre d'autres perspectives, quoi. Et je me dis, déjà, les mots, ils nous servent à nous comprendre, ils servent à construire des projets communs, mais ils servent aussi à ouvrir les imaginaires. Dans Des mots pour demain, ce qu'on propose aux gens, en fait, c'est de choisir un ou deux mots qui seraient essentiels et qui voudraient sauvegarder, en fait, demain, s'il n'y en avait que un ou deux à garder, pour décrire la nouvelle réalité, ou en tout cas pour se projeter dans un autre monde, un monde désirable. Et comment vous créez cette histoire de l'imaginaire? Parce qu'en fait, je suppose, parce que j'ai jamais vu les spectacles, que vous allez créer quelque chose qui vous tiendrait à cœur dans un idéal. C'est un idéal scientifique et artistique en même temps? Ah, alors ta question, elle est vachement intéressante parce que je m'étais jamais posé cette question-là, parce que nous, on propose pas de vision spécifique, on propose une expérience pour y réfléchir et se projeter, chacun à sa manière. Et évidemment, je dis ça, et en même temps, je suis à peu près persuadée que on est quand même déjà très orienté, c'est-à-dire que il y a plusieurs manières de voir l'avenir. Il y a la vision un peu technologiste, il y a les visions survivalistes, puis il y a des visions plus spirituelles. Donc je crois avoir à peu près deviné dans laquelle on se plaçait à peu près. Mais par exemple, dans Des mots pour demain, c'est un spectacle implicatif, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde vient avec sa vision et ses rêves. Et en fait, les gens choisissent des mots, et à la fin, ils agencent ces mots collectivement, par petits groupes. Du coup, il y a plein de visions, en fait, qui se dessinent. Dans Labo, donc c'est vraiment ces formats où on a un artiste, un scientifique, un ou une. On va proposer d'aborder un sujet de société. Notre prochaine création, Ce que laisse la mer, sera sur la question de l'océan. Mais on va inviter, en fait, les gens à se questionner sur l'océan, sur ce que c'est, sur cette interface qu'est la plage entre l'océan et la terre, sur ce que la mer y laisse, sur ce que nous on y laisse, qu'est-ce qu'on lui... C'est vraiment une invitation plus philosophique à chaque fois, en fait. On dessine rien d'ultra concret. Par exemple, il y a des ateliers d'écriture qui sont portés par certaines associations qui permettent de vraiment poser les choses très précisément. Nous, je dirais qu'on est en amont de ça, en fait. On est vraiment dans un espace d'inspiration. On propose, en fait, plein de pistes possibles d'inspiration, et après, chacun et chacune s'en saisit comme il a envie, quoi. En fait, vous venez, si je comprends bien, à activer la réflexion chez les personnes. Ouais, c'est ça, j'aime bien cette expression. Ok, d'accord. Quand j'ai lu, j'imaginais pas ça, mais ça m'intrigue. Et ça me donne envie d'aller voir et d'aller creuser. J'ai vu aussi, à la Turbine, vous aviez refait une fresque du climat, mais à votre manière. Mm-hmm. Et moi qui ai fait la fresque du climat,
J'ai trouvé ça ultra intéressant parce que vous parliez de mettre plus d'émotion à travers les cartes. Ouais. C'est un projet qu'on a fait avec l'école de design de Nantes. Et c'est vraiment un projet de turbine dans le sens où, au sein de la turbine, on est plein de profils différents. Et là, c'était porté plus particulièrement, en tout cas, par une personne, un des cofondateurs de la turbine, qui a un profil plutôt ingénieur. Et il faut savoir que la fresque du climat, ça a été créé par un ingénieur. Et du coup, lui se sentait hyper à l'aise avec ce jeu. Et donc, on commençait pendant le confinement, on l'a pas mal proposé comme animation. Et puis, nous, on était plusieurs à avoir des profils plus littéraires, artistiques, en tout cas dans l'association. Et puis, moi, assez vite, je me suis dit, en fait, je sais pas, il y a un truc qui me manque, il y a une dimension qui me manque. Et donc, en parlant ensemble, en fait, on s'est dit, tiens, peut-être que ce qui manque, c'est la dimension plus émotionnelle, plus esthétique. Et comment on pourrait essayer de travailler là-dessus. Et donc, on est allé voir l'école de design, il est allé voir l'école de design, et du coup, a monté ce projet pour recréer, en tout cas, décliner et sélectionner certaines cartes du jeu, les redessiner, utiliser un langage graphique, changer un tout petit peu le langage, la manière de parler. Et voilà. Et du coup, ça a donné ce projet-là qui était un projet pédagogique. Moi, ce que je trouve super intéressant, en fait, depuis tout à l'heure, c'est vraiment ce lien entre les sciences et les arts. Mm-hmm. Surtout le fait que souvent, c'est les sciences qu'on met un peu, on met cette intelligence un peu à l'école, c'est celle-ci qu'il faut aller chercher. Et on nous l'apprend ça depuis tout petit, en tout cas à mon époque, peut-être que maintenant ça a changé, mais mon époque c'était ça, c'était les sciences, c'était vraiment le Graal. Et les artistes, on savait pas trop ce qu'ils allaient devenir en soi, si on repart sur les préjugés de ma scolarité. Et en fait, ce que je trouve chouette, c'est que là, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est un peu les scientifiques qui se rendent compte que peut-être que dans leur manière de parler, de voir le monde, il y a un manque d'émotion. Et donc, vous, les artistes qu'il y a dans ton équipe vont aller chercher ces émotions et en fait, ce qu'il y a de vivant chez eux, en fin de compte. Ouais, on fait des super belles rencontres avec des scientifiques qui viennent vers nous, où on va à leur rencontre pour leur proposer des projets. Et en fait, la plupart du temps, en fait, ils sont extrêmement enthousiastes parce qu'en fait, ces projets-là, c'est une manière justement pour eux, pour elles et pour eux, de faire exister leur travail d'une autre manière, d'aller explorer aussi d'autres facettes parce qu'en fait, pourquoi la culture, moi je dis souvent qu'en fait la transition, les transitions écologiques, écosystémiques, c'est en fait c'est un changement de culture qu'on est en train de vivre. Et ce changement de culture, du coup, par définition, la culture, le monde de la culture, donc le monde des artistes, ont une place énorme à jouer en fait. Et notamment parce que, en tant qu'artiste, on sait produire des imaginaires, mais aussi parce qu'on peut, à travers des représentations, en fait, s'adresser à un large public dans des lieux culturels, ou en tout cas, quand on organise des événements, on va pouvoir toucher plusieurs personnes, des personnes qui viennent en étant dans un état d'esprit disponible. Et donc, je pense que c'est ce qui intéresse aussi les scientifiques, c'est de toucher le grand public, de le toucher d'une autre manière. Et puis aussi de se rendre compte que de ces en commun, justement, qu'il y a quelque chose dans le travail de recherche qui est commun aux artistes et aux scientifiques. Et ça, je pense que ça fait vachement de bien de trouver des passerelles, des endroits de commun comme ça. Et l'imaginaire, je trouve que des fois, ça peut faire peur à certaines personnes. Ils se disent que quand on imagine quelque chose, c'est que c'est pas, entre guillemets, possible. On est un peu dans le monde des bisounours ou utopique. Alors qu'en réalité, moi, ce qui m'a fait passer le stade de création de podcast, c'est la fresque des nouveaux récits. Parce que le fait de voir que via l'imaginaire, on pouvait écrire une histoire qui pouvait exister, si on décidait de l'appliquer, tout de suite, en fait, ça m'a rassurée. Et j'ai la sensation que c'est peut-être aussi un peu ça quand on est éco-anxieux et qu'on a besoin aussi de spectacles comme ceux que vous proposez, parce que je pense que ça permet de rassurer et de souffler aussi. Ouais, bien sûr. Ça me fait penser à un neuroscientifique qui s'appelle Sébastien Boller, qui a écrit là-dessus. Il n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est en fait neurologiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on se raconte des histoires. Et il se passe beaucoup de choses. Et du coup, il y a effectivement, tu parles d'apaisement, ça fait du bien. Dans son livre, là, Où est le sens, Sébastien Boller dit aussi comment, au néolithique, quand les humains ont commencé à se rassembler en fait en grand nombre dans des villes, et créer des villes en tout cas, comment il y a eu l'émergence aussi de rituels, de religions. Les religions, c'est aussi des histoires avant tout. Et ça, en fait, c'est né d'une nécessité neurologique, en fait, de calmer, de rassurer certaines zones en fait de notre cerveau qui, en étant confrontés à un grand nombre d'inconnus,
en fait, t'es en complet stress. Et du coup, le fait de se dire, ah bah tiens, on va faire tous les mêmes gestes, les mêmes paroles au même moment, et puis construire des images communes, vont nous permettre de nous rassembler, de nous rassurer, d'être moins dans ce sentiment d'étrangeté. Et au niveau du cerveau, clairement, ça crée d'autres connexions et ça vient apaiser en fait certaines zones du cerveau. Effectivement, en fait, le rôle de l'imagination, il est central parce que, en gros, et ça, c'est on en parle dans Des mots pour demain, c'est un philosophe des sciences qui s'appelle Gaston Bachelard qui, à un moment donné dans l'histoire, en fait, a commencé à dire, bah, en fait, les êtres humains, ils imaginent avant de percevoir le réel. Et jusqu'à présent, en fait, on nous expliquait que on percevait le réel, ensuite on s'en souvenait, et puis après, à partir de là, on concevait des histoires, on créait de l'imaginaire. Sauf qu'en fait, Gaston Bachelard, lui, il renverse la table et il nous dit, bah non, en fait, toute vision du réel, c'est une perception à travers le prisme de notre imaginaire. C'est-à-dire que si on a des imaginaires qui sont différents, et on en a tous en fonction de notre culture, de l'endroit où on est, par exemple, si on est une Inuit, et qu'on est confronté à des paysages de neige et de glace toute notre vie, notre imaginaire et notre perception du réel, elle va être différente d'une personne qui est née au Sahara, par exemple. Et ça se retrouve dans le langage, d'ailleurs. Les mots qu'on va créer pour décrire en fait le réel de la neige est beaucoup plus riche chez les Inuits que, par exemple, chez nous. Parce qu'on est très peu confronté à cette réalité-là. Et ça a très peu façonné nos imaginaires. Et du coup, moi, ce que j'aime dire, c'est que finalement, toute construction de société, elle est d'abord une construction d'un imaginaire commun. Et du coup, il y a un imaginaire qui est extrêmement fort aujourd'hui, qui est l'imaginaire de la croissance, de la modernité, du progrès, du capitalisme. Enfin, on peut après le développer sous plein de formes différentes. Et ce projet, alors bon, qu'on soit pour ou contre, entre guillemets, ou qu'on le déplore ou qu'on l'adule, on va dire, il est commun. Et en fait, il construit. C'est un imaginaire qui a été construit et qui décline, en fait, nous permet en fait de décliner tout le pan de notre société et tout son mode de fonctionnement actuel. Mais ce qu'on pourrait se dire, c'est que dans d'autres sociétés, il y a eu d'autres imaginaires. Et demain, on pourrait aussi écrire une autre histoire. On a fait un projet avec une préhistorienne qui a travaillé sur l'archéologie du genre, Marilène Patoumatis, qui raconte que, avec les découvertes scientifiques, l'amélioration des techniques d'identification des ADN des restes humains qui sont trouvés, on a regenré certains squelettes. Et donc, on a dû raconter d'autres histoires que celles qu'on avait racontées au début, qui étaient un reste humain avec des armes dans une tombe et forcément un homme. Des restes humains, pardon. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est pas du tout aussi clair que ça. Et donc, la déconstruction du mythe des chasseurs et des cueilleuses est hyper fertile, en fait, pour se raconter de nouvelles histoires et se projeter différemment. Ouais, je suis en train de lire un livre, c'est Le coup de la virilité. Et en fait, ils en parlent de ça. Et ils disaient qu'il y avait beaucoup de trouvailles préhistoriques qu'on avait faites. Et en fait, on les avait expliquées via notre imaginaire d'aujourd'hui. Et pas avec le fait qu'on enlève ce qu'on connaît aujourd'hui et comment on explique ce qui s'est passé hier. On a toujours ce biais, en fin de compte, nous humains, de vouloir se raccrocher à des choses qu'on connaît. Et donc, des fois, on va dire des vérités qui sont fausses parce qu'on part de notre biais et de notre vérité. Oui, parfois, on s'en rend pas compte de ces angles morts. Et la préhistoire, c'est une discipline scientifique qui est assez récente, qui est née au 19e siècle, qui a été construite par des hommes uniquement, et qui était dans une société où l'imaginaire, enfin en tout cas les pratiques culturelles entre les hommes et les femmes étaient très spécifiques et ancrées. Et du coup, la lecture qui s'est faite de l'extrême passé, de la préhistoire à ce moment-là, elle était empreinte de leur vision, à ce moment-là de la société, au 19e siècle, du rapport entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'ils se sont pas rendus compte de ça à l'époque. Ouais, je pense aussi. Depuis tout à l'heure, on parle des mots et de leur importance. Pourquoi la turbine ? Le nom, la turbine ? Ouais. Ah. Ce que j'aime bien, c'est court. Et c'est féminin. Et en même temps, ça renvoie à un objet assez technologique ou assez basique, parce qu'une turbine, c'est un élément de quelque chose de plus grand, d'un moteur. Une turbine, elle a un effet d'entraînement. En fait, elle vient être alimentée par une source et elle crée, en tournant, en étant actionnée par cette source, de l'énergie. Et quelque part, elle avance. Elle crée du mouvement, en fait, la turbine. Et graphiquement, en fait, quand je dessine une turbine, parce que je dessine extrêmement mal, ça ressemble vite à une fleur, une marguerite. Donc la turbine, c'est à la fois cette mise en mouvement, cet aspect végétal aussi, en tout cas, voilà, on peut y voir plusieurs choses, mais
Ça s'appelle la turbine. Voilà. Ok, parce que je me demandais, j'ai fait forcément des recherches, je me suis dit, bon, je sais ce que c'est une turbine, mais peut-être qu'il y a d'autres définitions que je ne connais pas. Et donc, je trouvais ça, ouais, enfin, rigolo, je sais pas si c'est le mot, mais que ça soit lié à un nouvel imaginaire et vers de l'art, le fait que ça soit la turbine, mais je comprends mieux ce mouvement. Oui, puis l'idée, c'était d'avoir un mot assez simple, assez rapide, mais en effet, en termes d'imaginaire, ça nous emmène à d'autres endroits, ouais, en effet. C'est surprenant. Voilà. Quels sont tes objectifs prochainement, les choses que tu aimerais mettre en place au sein de la turbine ou autre chose en lien avec l'écologie? Alors, à titre personnel, j'aimerais aller encore plus loin dans mon processus d'alignement, c'est-à-dire comment j'aligne le fond et la forme de ma vie, et notamment sur mon mode de vie et mon lieu de vie. Donc ça passe par penser peut-être un autre habitat, un autre espace pour vivre, en allant encore un peu plus loin. Aujourd'hui, je vis en collectif, mais je vis en ville. Voilà, peut-être demain, j'aimerais penser à un lieu. La turbine, au départ, c'était un projet de lieu, et puis finalement, on est nomade depuis 4 ans, et c'est très bien comme ça. Mais souvent, ça me reprend cette envie de se dire comment en fait la turbine, ça peut être aussi avec d'autres projets, peut s'incarner dans un espace qui serait un espace qui serait plus ancré en fait sur un territoire aussi. Même si nous on est installé à Nantes et qu'on commence à créer des liens avec ce territoire-là, mais pas uniquement. Mais voilà, comment on peut aussi semer des graines quelque part. Et donc, à titre personnel, voilà, j'aimerais questionner le mode de vie un peu plus. Et puis, toujours à titre personnel, mais aussi professionnel, c'est comment j'arrive à développer mes formes de langage, que sont l'écriture, le mouvement, donc la danse, mais aussi la mise en scène, la conception de projets un peu hybrides comme ça. J'arrive à pousser encore le curseur un peu plus loin. Donc ça, c'est des recherches personnelles, et la turbine, pour ça, c'est un bel espace à pouvoir aller creuser tout ça. Donc j'ai envie de continuer là-dedans et de m'affirmer de plus en plus, de me mettre un peu plus en jeu aussi, ce que je fais de plus en plus aujourd'hui. Et après, au titre de la turbine, c'est qu'elle continue à créer de l'énergie, à faire entrer aussi d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, qui veulent apporter leur sensibilité, leur manière de faire, leurs projets, des partenaires, voilà. Puis que ce projet, il continue à grandir. Après, si à un moment, il faudra le composter, mais en tout cas, et le transformer. Mais pour l'instant, ouais, j'ai encore envie de faire grandir ce projet-là avec d'autres, quoi. Et j'ai une question qui m'est venue, c'est est-ce que vous laissez une place aussi au langage des signes? Alors, en fait, il y a l'année dernière, j'ai rencontré une association nantaise parce qu'on était dans un même programme d'accompagnement qui travaillait sur le langage des signes, donc qui s'adressait aux personnes malentendantes, sourdes. Et je suis fascinée. Et puis, à la même période, j'ai rencontré aussi un acteur qui parlait en langue des signes. À Paris, j'étais allée à l'IVT, International Visual Theatre, justement, qui propose des spectacles aussi en langue des signes. Je suis assez fascinée, en fait, par la gestuelle, par la forme de langage que c'est, et ce qui passe au-delà, justement, au-delà du son, justement. Dans Des mots pour demain, on a fait des expériences, justement, on essaye de mobiliser cette partie-là. Ensuite, je connais assez peu, et en fait, on s'est vite dit qu'on ne voulait pas être dans une forme d'appropriation culturelle, et que travailler avec le langage des signes, ça nécessitait vraiment un investissement, et de travailler avec des personnes qui sont expertes de ces sujets-là, en tout cas qui le maîtrisent, ou nous-mêmes l'apprendre. Mais en tout cas, il y a une forme d'inspiration dans certaines choses qu'on fait, dans Des mots pour demain notamment. Mais voilà, c'est pas spécifiquement du langage des signes. Ok. C'est une question tout d'un coup qui m'est venue pendant que tu parlais de langage. Je me suis dit que souvent, c'est aussi grâce à Jonathan et son épisode, c'est que des fois, on voit un peu via nos lunettes et on oublie que certaines personnes, elles ont d'autres types de lunettes. Ouais. Et il m'avait fait vachement prendre conscience de ça par rapport à l'handicap qu'il peut avoir. Et donc là, tout d'un coup, je me suis dit, on parle de langage, mais de personnes comme nous, quoi. Et qu'en est-il pour les personnes qui ont plus de difficultés, et notamment pour les personnes malentendantes et sourdes, quoi. Donc voilà pourquoi ma curiosité. Ouais, c'est sûr. Mais tout comme le mouvement est une forme de langage, enfin, on essaie de travailler pas mal sur la sensorialité, en fait, dans nos projets. Donc on questionne ça, oui. Pas être que dans le langage conceptuel tel qu'on le connaît, quoi. Oui, parce que la danse est un type de langage. Ouais. On va finir... non, je vais poser une autre question. Quelle est ta victoire et ta fierté? Waouh. Tu peux préciser?
Celle que tu as envie de partager, que ça soit perso ou pro, mais en lien avec l'écologie, où tu dis ah là, je suis contente quoi. Eh ben, j'ai une forme de fierté d'avoir initié la turbine, dans le sens où d'avoir suivi mon intuition, d'avoir quitté mon CDI, d'avoir fait un énorme virage dans ma vie, en fait, d'avoir pris des risques pour monter ce projet-là qui est loin d'être simple et évident. Il y a personne qui nous attendait, clairement. Et c'est une forme de fierté parce qu'en fait, il y a de l'abnégation, mais il y a aussi de la persévérance, en fait, dans ce choix-là. Et quand je côtoie, quand je vois les gens qui sont dans ce projet, quand je vois les gens avec qui on travaille, nos partenaires, quand je vois les personnes qui assistent à nos spectacles et qui viennent nous voir, des étoiles dans les yeux, parfois. En tout cas, ça rend fier, ça rend fier dans le sens de se dire, en tout cas, ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine de faire tout ça. Et puis la satisfaction personnelle aussi de se dire, je suis mes rêves, quoi. J'avais, je pense, laissé toute cette partie, toute cette facette d'artiste en moi de côté pendant plusieurs années. Et là, je m'autorise à la réexplorer, la réouvrir. Et du coup, c'est une petite victoire, ça. En fait, de se dire que même si on a fait d'autres choses avant, en fait, il y a rien qui est écrit totalement. En fait, quand on fait des choix, c'est à un instant T, on peut aussi choisir autre chose à un autre moment. Donc ça, c'est une victoire quand même, de se dire de se rendre du pouvoir à cet endroit-là, en fait. En fin de compte, tu t'es créé un autre imaginaire qui est devenu une réalité. Ouais. C'est bien dit, ça. Et donc, pour finir, la question philosophique que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi ? Waouh, vous avez 2 heures. Qu'est-ce que l'écologie pour moi ? J'utilise de moins en moins ce mot parce qu'en fait, c'est un peu une autoroute, ce mot. Mais après, pourquoi pas se le réapproprier parce que c'est un joli mot, en fait. C'est la science de la maison, c'est prendre soin de la maison, notre maison, notre habitat. Donc, en soi, c'est assez joli. Et je dirais que l'écologie, c'est la science de la vie, surtout. C'est finalement, quand j'entends le mot écologie, j'entends attention, t'es pas tout seul, Homo sapiens. T'es pas toute seule. Et je pense aux autres vivants, que ce soit les animaux, les végétaux, même les minéraux, parce que c'est encore une catégorie là qu'on est en train d'ouvrir. Et il y a certainement d'autres choses aussi. Et du coup, je pense à ça, je pense à tous les vivants et toutes les vivantes. Et je me dis que quelque part, c'est assez fou qu'on ait dû créer un mot pour parler de ça, comme si c'était un manque, alors que tout est là, devant nous, en fait. Je pense que le mot écologie, il me gratte un peu parce qu'en fait, il vient effectivement pour nous signaler qu'il y a un moment donné, on s'est déconnecté de quelque chose, quoi. Et qu'il est grand temps de se reconnecter à tout ça et de rassembler, en fait, ce qui a été séparé, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.